Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour Marco, bonjour tout le monde. Je suis ravi de te retrouver. Et moi donc. Avec cette très belle collection. Donc, Alors c'est de l'auto-édition, c'est pas vraiment une maison d'édition, c'est une collection. Comme quoi, Histoire pour tous, oui. Comme quoi on peut être indépendant et faire des choses de qualité. Absolument, je te remercie du compliment. Alors ça c'est pour la forme, le fond est toujours là. Le fond, c'est toujours le fond. Toi tu bosses, tu creuses, alors tu es je travaille beaucoup. Une historienne hors pair, tu vas dans les angles morts, un peu comme Nexus, tu vas dans les angles morts. Je vais dans les angles morts, oui. Que les historiens ne veulent pas aller voir. Oh, il y en a qui vont voir. Moi, je me suis beaucoup inspirée de mes prédécesseurs aussi. J'ai rencontré Vous savez, quand on travaille sur le XVIIIe siècle et qu'on croise un auteur, alors je le connais pas personnellement, mais qu'on croise un auteur, l'américain Stephen Kaplan, grâce à qui j'ai compris la police des grains, c'est extraordinaire. J'ai découvert ça avec toi, la police du grain. Veiller au grain. Veiller au grain. Encore que veiller au grain, c'est un grain. Non, c'est une expression maritime. Parce qu'un grain, c'est une tempête, et veiller au grain, c'est surveiller les. Je crois que c'est ça. En tout cas, la police du grain qui devait surveiller que le prix ne dépasse pas un certain montant pour que les gens puissent se nourrir. Voilà. Et ça, c'est un historien américain qui s'appelle Stephen Kaplan. Donc, j'ai pas tout découvert. J'ai pas tout découvert, et loin s'en faut. Mais j'ai lu les bons historiens, les bons et les très bons. Et peu se font l'écho de ces histoires-là, de la grande histoire, comme tu le fais, qui nous rappelle que on est assez loin de comprendre tout ce qui s'est passé avant le XXe siècle. Bon, déjà qu'on voit comment ils manipulent l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle. Oui, c'est sûr. Il y a des choses à dire. Bon, c'est vrai que la pédocriminalité de réseau, elle a ses racines déjà dans les siècles passés. Ça. Alors, je suis remonté jusqu'à 1632. Alors, j'imagine bien que ça n'a pas commencé ce jour-là. Donc, l'ASE... Ça n'a pas commencé ce jour-là. Les scandales des foyers de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui ne font pas exception. Il y a une constante dans les institutions qui font de la pédocriminalité. Ce sont des gens qui se mêlent de régler les problèmes des familles loin des familles. C'est-à-dire des gens qui disent vous avez des soucis, on va s'en occuper, et on retire ce sont les institutions qui retirent les enfants aux familles, qui estiment que quand une famille est maltraitante, il n'y a qu'à enlever l'enfant et le mettre ailleurs. Alors le mettre ailleurs, admettons, l'idée est très bonne, mais où et sous la surveillance de qui? C'est-à-dire que si mon sauveur est venu me sauver, qui va me sauver de mon sauveur? Exactement. Voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est que les services sociaux ont de toute évidence une utilité. Je veux dire, surveiller que les familles ne dysfonctionnent pas, mais à la condition de ne pas que le remède ne soit pas pire que le mal. Et à partir du moment où les gens qui prétendent s'occuper d'enfance et de familles sont absolument rétifs à toute inspection sur ce qu'ils font, c'est la porte ouverte à tous les abus qui, pour mon plus grand bonheur, sont en train d'exploser à la face du monde. À la face du monde. Parce que toutes ces histoires de pédocriminalité, c'est quoi? Ce sont les gens qui s'occupent des enfants et des pauvres qui sont démasqués. Qui sont démasqués. Là. Alors on le voit avec l'affaire Epstein, que ça, c'est clair. Les grands médias découvrent, après nous avoir traité de tous les noms. Complotistes, ils découvrent enfin qu'il y a des réseaux, qu'il y avait énormément de personnalités françaises qui étaient en lien de près ou de loin avec lui, et qu'il y a des histoires assez glauques de rituels, de réseaux, d'enfants. Et là, on n'est plus sur de la pédophilie. Déjà... simple, c'est ce qu'on appelle la pédocriminalité. Ouais. C'est ce que mon ami... ce sont des gens que mon ami Judith Reisman appelait des pédosadiques. Un pédosadique. Elle a inventé ce mot-là, et ça dit bien ce que c'est. Ça représente quoi, selon elle? Un pédosadique, c'est ces gens-là qu'on dénonce. C'est-à-dire qu'ils se servent d'enfants pour les faire souffrir. Qui jouissent de la souffrance qu'ils infligent aux enfants. Oui, c'est pas juste du plaisir, on va dire... sexuel, c'est vraiment au-delà, c'est vraiment, et c'est faire souffrir. Mais ce sont des gens qui jouissent de la souffrance qu'ils infligent. C'est terrible. Mais moi, quand j'ai découvert ça, j'ai perdu le boire, le manger et le sommeil pendant plusieurs jours. Ouais, ça paraît j'ai mis un moment à retomber sur mes pieds. J'étais tellement affolé, je me suis révolté, j'ai dit c'est absolument épouvantable, mais c'est une réalité. Mais est-ce que c'est le pouvoir qui provoque ce genre de comportement, ou est-ce que c'est ces personnes-là qui sont le plus aptes à prendre le pouvoir? Bon, je crois que c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Je ne pense pas qu'on puisse répondre comme ça. Ce que je sais, c'est que tout pouvoir qui veut pas qu'on vienne lui chercher des poux va corrompre son environnement, va corrompre par la pédocriminalité.
C'est-à-dire que à quoi servent les enfants, les malheureux enfants dans ces réseaux? D'une part au plaisir de ceux qui aiment ça, et d'autre part au chantage qui va pouvoir être exercé par les gens de pouvoir sur des gens qui vont être corrompus. Si on vous fait... vous n'avez rien demandé, mais si on vous filme derrière une glace sans teint en train de coucher avec un gosse que vous n'êtes pas allé chercher mais qu'on vous a mis dans un lit, vous êtes cuit. Quel que soit votre degré de responsabilité dans l'affaire, vous êtes cuit. Donc, une fois que vous avez commencé, vous continuez. Mais il y avait ce genre de choses dans l'Ancien Régime, par exemple, puisque on voit déjà que l'assistance publique, que les enfants étaient déjà une marchandise. Le roi Louis XV, il avait la couche garnie. Hein. C'est pas lui qui la remplissait. Hein. Donc, les rois n'étaient pas exempts. C'est pas les rois, c'est un. Ah donc, ok, juste Louis XV. C'est Louis XV. Les autres, non. J'ai étudié le sujet, quand même. Louis XV avait... Alors, c'est vraiment, là, c'est le sujet, c'est la marche rouge, là. Hein. Louis XV avait une maîtresse qui s'appelait Madame de Pompadour, hein, qui était l'agent des banquiers, des fermiers généraux et des gens qui voulaient absolument instiller la dette grâce à laquelle ils allaient tenir le roi. Ça commençait déjà à l'époque, ça. C'est là que ça commence. C'est pas là que ça commence, mais aussi c'est là que ça prend véritablement son envol. Donc la Pompadour, elle était dans le lit du roi pour le faire dépenser de l'argent, pour l'endetter et tout. Et le roi était très infidèle et il avait filé une cochonnerie qu'il avait attrapée. Voilà. Bon. Et le médecin de la Pompadour lui a interdit d'officier, c'est-à-dire de coucher avec le roi, pour parler clairement. Elle a dit, je vais trouver autre chose. Et elle a organisé de mettre des petites filles dans son lit. Donc le roi, il rentrait se coucher, il y avait des gamines. Qu'ils allaient choper à l'assistance Alors, c'est ce que j'ai cru au début. J'ai cru qu'ils allaient les chercher à l'hôpital général, ce qui est une grossière erreur. Enfin, je ne savais pas avant de savoir, on ne sait pas. Hein. Donc, je suis allé regarder dans les registres s'il y avait pu y avoir des filles qui n'étaient pas du tout. Il y avait des réseaux beaucoup plus courts. Le roi, on n'allait pas compromettre la couronne à aller chercher des trucs comme ça. Mais c'est parce que je suis allé chercher ça dans les registres de l'hôpital général que j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Mais il y avait d'autres filières. Alors, il y avait des parents indignes, ça existe. Hein. Majesté, je suis le père d'une délicieuse petite dans ses 14 ans, etc. Ça existe. Oui, ça existe. Des offrandes, quoi. Hein, oui, absolument. Et puis, il y avait aussi le coquin de frère de la Pompadour qui était tout à fait en mesure de ramener... C'était le Epstein de l'époque et la Ghislaine Maxwell. Non, il n'était pas Epstein, parce que Epstein, il a vraiment corrompu plein de gens, alors que le frère de la Pompadour, il s'est contenté du roi. De son beau-frère par la main gauche, si je peux préciser. Hein. C'est incroyable. Donc là, on pourrait se dire qu'à l'époque, au moins l'Église, le poids de l'Église pouvait protéger. Pour Louis XV... L'Église protégeait pour autant que l'Église avait son mot à dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, ça, c'était secret. Ouais. En plus, j'ai bien dit, le roi couchait avec des petites filles qu'il trouvait dans son lit. Mais il les chassait pas. Il y a une gradation dans la saloperie. Alors, c'est pas pour l'excuser, c'est simplement pour mettre les choses à leur juste proportion. Il se laissait tenter, on va dire. Absolument. Il entrait dans sa chambre, la chambre était garnie. Donc, il en a profité. Mais ce qu'il a très rapidement compris, c'est que dans les domestiques, ils passent les plats. Ils se baladent. Ils voient. Ça parle. Et ils causent. Un domestique parle au domestique. Et la première gazette, c'est les domestiques. Et les domestiques, ils sont très nombreux, à qui, au demeurant, les révolutionnaires n'ont pas voulu donner le droit de vote à partir de la Révolution. Pendant les États généraux, les élections législatives et les élections à la Convention, les domestiques n'avaient pas le droit de vote. C'est pas mal, tellement, on n'avait pas confiance en eux. Et moi, j'aurais tout à fait confiance à ce que raconte un domestique, parce que c'est par eux qu'on sait la plupart des choses. Et les domestiques ont pris l'épée pendant la Marche Rouge pour défendre les enfants contre les éleveurs d'enfants. C'était quoi la Marche Rouge ? La Marche Rouge, c'est la révolte en 1750. En 1750, à l'époque précisément où le roi, etc., il y a eu des enlèvements d'enfants dans les rues, par la police, et une révolte absolument extraordinaire. Les Parisiens se sont soulevés et les domestiques ont pris l'épée. Ils ont embranché des enleveurs d'enfants. Les domestiques ont été absolument exemplaires. Cette marche rouge, c'est quoi ? C'est la police qui fait un rapt d'enfants dans les rues. C'est l'origine de la marche rouge, ce sont des enlèvements d'enfants de police.
La police, elle arrête les mendiants, elle arrête les gueux, elle arrête les fauteurs de troubles, et puis elle arrête les enfants. Oh, qu'est-ce que vous faites là ? Bah quoi, il a cassé une vitre, etc. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui étaient enlevés par dizaines et par dizaines et par dizaines sur le chemin de l'école et tout. Il y a eu une panique, il y a eu une révolte. Et les parents Mais les parents hurlaient. Mais alors, il faut lire ce que disaient les mémorialistes du temps. Les parents s'imaginent qu'on enlève leurs enfants. Faut-il être bête ? Les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Ils croient qu'on enlève leurs enfants, sans blague. Le père, il attend son môme à la sortie de l'école. Il dit, mais où il est ? Et alors, alors, c'est une révolte, parce que petit à petit, la population s'est rendue compte qu'il y avait effectivement des ordres donnés à certains policiers d'enlever des enfants. Les policiers, quand on les a attrapés, ils ont dit nous, on a des ordres. Les voilà. Donc, les magistrats il y a eu un procès, les magistrats ont couvert les policiers en disant que voilà, ils ont couvert les policiers et ils ont pendu 2 émeutiers. Ils ont pendu 2 émeutiers. Et là, la couronne de France, elle commence à s'ébranler là. Parce que là, Louis XV, il pouvait faire... Donc c'était sous Louis XV, et là, les domestiques, mais pourquoi ils s'investissent de cette mission, et qu'est-ce qu'ils font concrètement ? À moi la livrer ! À moi la livrer ! Il y a un gosse, le début, on s'amuse avec la marche rouge, j'adore. Ce bouquin, j'adore. J'ai épluché tout le dossier des enlèvements d'enfants, il y en a 3 boîtes comme ça. Il y en a 3 boîtes comme ça aux archives nationales. J'ai tout photographié, tout. Heureusement qu'on a encore ces dossiers. Ouais. Puis alors maintenant, c'est tout numérisé. Faut pas... Si ça brûle, ça restera. Donc, où est-ce que j'en étais ? Place de la Croix-Rouge. Il y a un gars, un charretier, un cocher. Il fait une réparation sous sa voiture. Comme ça, hop, il répare, et puis il y a son gosse qui est là, qui est à côté de lui. Je sais pas, il est sorti de l'école, il cause avec papa. Et puis à un moment donné, il voit les pieds du gosse qui se lèvent. Le gars, il sort et il voit un gars qui part avec son môme. Le gosse, on lui a enlevé sous le nez. Il se met à hurler, il court après le type, il rattrape le gosse et il crie « À moi la livrée !» La livrée. Alors la livrée, c'est l'habillement des domestiques. Un domestique porte la livrée de son maître. Ça représente la maison ? Ça représente la maison. Par exemple, la livrée du duc d'Orléans, c'était bleu, blanc, rouge. Ok. Intéressant. Bon, la livrée de machin, c'était vert, la livrée, etc. Donc, ce qu'on appelle la livrée, ce sont les gens de livrée, c'est-à-dire les domestiques, les gens de maison. Le gars, il crie « À moi la livrée », ça dégringole de tous les étages. Et ils viennent... Une chasse à l'homme. Ils ont fait une chasse à l'homme, ça a duré toute l'après-midi. Ils ont une conscience collective de groupe, quoi. Oui. Alors, je sais pas... La conscience collective... pour sortir comme ça, alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc, ils viennent et... Un Allemand, à moi la livrée. Ils ont le droit de faire ça à l'époque, les domestiques ? Mais ils ont pas le droit, mais ils le prennent. Attends, on enlève des gosses. On enlève des gosses. Alors, la loi n'existe plus, là. Oui. Si la police enlève des gosses. Alors, les policiers vont dire que non, c'est pas vrai, c'est pas du tout. Enfin, non, c'est pas les policiers. C'est le lieutenant général de police va dire qu'on raconte que j'aurais donné des ordres. Et les policiers, quand ils sont passés, ils ont dit « Et ça, c'est quoi ? C'est quoi ça ?» Et ils sont allés montrer, là. Vous voudrez bien, etc., etc. Donc, les policiers en charge de ces enlèvements d'enfants se sont défendus quand il y a eu un procès. Et il y a eu des morts dans cette marche rouge. Il y a eu des morts. À un moment donné, il y avait en face de l'église Saint-Roch 10 000 manifestants. Quand même, c'est beaucoup. C'est énorme. Surtout à l'époque. Oui, surtout à l'époque. 10 000 manifestants. Et là, j'ai fait, pour écrire ce livre, La Marche Rouge, je l'ai écrit avec un plan de Turgot. Alors, Turgot, c'était le père ou le grand-père du futur ministre. Il avait la responsabilité de relever en dessin tout le plan de Paris en vue cavalière. C'est-à-dire que c'est comme si on était au-dessus de Paris. Ouais. Alors, d'ouest en est, c'est pas nord au sud. Nous, on a l'habitude de voir Paris nord au sud. Là, c'était d'ouest en est, comme ça. Et en relief. C'est-à-dire qu'il ne montre pas seulement les rues, il marque tous les immeubles. C'est un magnifique plan dont j'ai... Alors, il fait un mur gigantesque à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Mais moi, j'en ai acheté une reproduction réduite, super plastifiée et tout. Alors, avec ma loupe, quand je regarde dans les archives, ils ont passé par la rue machin, par la rue truc. Je repère. Je repère, et après, je prends mes pieds, je vais à Paris.
Et j'essaye de retrouver les lieux, et je les retrouve. Et je peux vous faire un jour une visite guidée de la Marche Rouge à Paris. Alors, il n'y a plus grand-chose, parce qu'il y a la place de l'Opéra. Mais attends, comment c'était là. Comment ça s'est fini, cette Marche Rouge? Comment ça s'est fini? Les domestiques font quoi? Libèrent les enfants? Ouais, non. Alors, les enfants ont fini par être libérés. Ils étaient mis où, ces enfants? À l'hôpital général. C'est là que je les ai retrouvés. C'est comme ça que j'ai découvert l'hôpital général. C'est en cherchant ces enfants-là. Et alors, il y a un historien tout à fait américain encore, tout à fait honorable, qui a... Le malheureux, il s'est planté parce qu'il a eu vent de cette histoire d'enlèvement d'enfants, et il est allé chercher les enfants au Châtelet. Il dit, mais c'est une gasconnade, ça n'existe pas, il n'y a pas d'enfants au Châtelet. Ben non, puisqu'ils étaient à l'hôpital général. Il s'est juste trompé de cible, c'est tellement dommage. Parce que c'est grâce à son travail que j'ai fait le mien. Mais moi, j'ai réussi parce que c'est comme ça. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit va voir à l'hôpital général. Donc, je suis allé voir à l'hôpital général. C'est comme ça que j'ai commencé. Et dans les archives de l'hôpital général? Dans les archives de l'hôpital général, il y a toutes les entrées et les sorties de tous les enfants, garçons, filles, abysses, tout. Et j'en ai fait des tableaux, j'ai fait des... Voilà. Et alors, cet historien américain, Dale Van Clay, qui avait travaillé sur le procès d'Amiens, c'est-à-dire Damien, c'est ce domestique qui a attaqué le roi, qui lui a mis un couteau dans le dos, et voilà. Donc, moi, je sais que la fille de Damien avait été enlevée en 1750. Et lui, Dale Van Clay, il a dit, on raconte que, mais c'est pas vrai, parce que je suis allé voir, et j'ai vu que dans ses recherches, il est allé chercher ses enfants prétendument enlevés, il est allé les chercher. Alors, c'était au Châtelet, ou je sais pas où, enfin, là où ils étaient pas. Et moi, j'ai trouvé là où ils étaient. Et il n'y avait pas la fille de Damien, parce que finalement, elle a été libérée. Elle a été libérée. Il y a des tas d'enfants qui ont été libérés grâce aux manifestations. Alors là, mais ça a été dingue, ça a été fou. Ça a été gros événement quand même. C'était gros événement. Ça a ébranlé le trône. La Marche Rouge. Alors, je rêve de faire un film à partir de cette Marche Rouge-là. Je lance un truc parce que j'ai tellement de documentation de l'époque, j'ai tellement de plans, de gravures, de portraits que je pourrais faire un récit avec des plans fixes. Je peux faire un film avec tous les détails, avec les noms, les prénoms. Moi, j'ai des scènes que j'ai découvertes. Un petit garçon se balade comme ça sur un pont. Puis il y a des gars qui à côté d'une calèche là, qui disent oh, mon petit gars, viens voir ici. Mais j'ai pas besoin de... Viens voir. Fichez-moi la paix. Puis hop, il l'attrape et blanc, ils le mettent dans un carrosse. Le gosse sentait que ça sentait mauvais parce que la rumeur d'enlèvement d'enfants, quand même, c'est à courir. Et il se retrouve tête baissée dans un carrosse. Il veut pas se laisser faire, il lève le volet en bois, il passe le buste dehors et il voit une garde française, c'est une espèce de gendarme, et il appelle le garde française, il dit au secours. Le gars s'approche, il dit qu'est-ce qui se passe là? Mêlez-vous de vos affaires, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous occupez pas. Il ouvre la portière, il y a le gamin qui sort avec 3 petites filles derrière. Les types se carapatent. Le gosse rentre chez lui. Il raconte à tout le monde. Et l'émeute commence. D'accord. Ça descend des immeubles. C'est une cavalcade. Ça a duré toute l'après-midi. Et là, on est en... 1750. Mai 1750. Et comment ça se fait que ça ne fait pas tomber la couronne à ce moment-là? Alors, un tel événement. Alors, pour faire tomber la couronne, il en faut plus que ça. C'est pas parce que le roi... Alors, je sais de source sûre, parce que j'ai étudié la chose, que le roi n'y est pour rien. Et je le sais d'autant plus que quand j'ai commencé mon étude là-dessus, moi, j'étais très, très républicaine. Dans mon état d'esprit, la République, c'était bien. Les rois, c'était des gros dégueulasses. Donc, je cherchais la preuve que le roi était né. Rien à voir. Ouais. Rien à voir. C'est la police et le lieutenant général de police a coquiné avec la Pompadour. Et la Pompadour a coquiné avec qui il ne fallait pas. Donc, la chose s'est terminée comment? Alors, il y a eu un événement. Ça va t'amuser si tu connais l'histoire un peu sur Paris. À la fin de cette histoire, il y a eu 2 homosexuels qui ont été brûlés en place de Grève, à peu près à la même époque. Et la mairie de Paris leur a fait, en 2014, une plaque, un machin et tout, comme s'il suffisait d'être brûlé pour... Enfin, bref. Et pourquoi ces homosexuels ont-ils été brûlés? La bonne histoire. D'abord, ce sont 2 personnes qui se sont fait prendre en public dans la rue.
Ça aurait été un homme et une femme, c'était le même tarif. C'était le même tarif. Mais ces deux homosexuels ont été pris au moment où la population disait les juges sont avec les pervers. Les juges sont avec les pervers. Déjà à l'époque. Absolument, absolument. Les juges ont voulu donner le change en sacrifiant deux homosexuels. Ça ne se faisait absolument pas de tuer les homosexuels. Des innocents. Alors, ils n'étaient pas innocents, mais ça ne méritait pas la mort. C'est clair et net. C'est clair et net. La police des mœurs, la police des mœurs, oui, on peut appeler ça comme ça, elle faisait la chasse aux homosexuels, non pas pour les tuer, mais pour s'en servir d'indic. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est resté comme ça. C'est-à-dire que quand on prenait deux homosexuels sur le vif, c'est-à-dire dans un jardin, dans un lieu public, on leur mettait 3 coups sur les fesses et puis on leur disait, si vous voulez pas qu'on recommence, vous allez collaborer. C'est-à-dire qu'on les lâchait pour draguer. Enfin, bon, la police, elle a fait ça pendant toutes les années qu'on suivi, quoi. Ça a toujours été comme ça. Donc, il n'y avait aucune raison que ces deux homosexuels soient sacrifiés, sauf pour donner le change. Pour donner le change. C'est-à-dire qu'au moment où la population dit qu'est-ce que c'est que cette police qui... Fallait un bouc émissaire. Fallait un bouc émissaire. Et les deux malheureux, alors ils ont pas été brûlés vifs, ils ont été brûlés morts. C'est quand même pas le même tarif. Hein. Faut pas charrier. Hein. Être brûlé vif ou être étranglé. Parce que l'étranglement avant de monter sur le bûcher, c'est vite fait, bien fait. C'est pif paf. Hein. C'est le gars, il voit pas les roues tourner. Hein. Et c'est leur cadavre qu'on brûlera. Oui. Bon, c'est quand même assez dur. Non, mais c'est quand même assez dur. Mais je veux dire, c'est dans une gradation de l'atrocité, c'est beaucoup moins grave que ça n'est impressionnant sur le oui. Tu vois, comme spectacle. Mais il n'y avait aucune raison qu'il le soit, d'une part, qu'il soit sacrifié d'une part, et d'autre part, ça aurait été un homme et une femme qui faisaient la même chose au même endroit, c'était le même tarif. C'était le même tarif. D'accord. C'est-à-dire, c'est attentat à la pudeur. Oui. C'est attentat à la pudeur, c'est un public, quoi. À l'époque, ça rigolait pas. Bah non, tu rigoles pas. Attends, tu fais pas ces choses-là en public. Maintenant, je sais bien que c'est quand tu le fais pas en public que tu le fais reprocher. Maintenant, c'est devenu des institutions. Mais voilà. Mais ouais, donc c'est ça. La marche rouge, ça s'est terminé comment ? Ça s'est terminé que alors le roi est devenu extrêmement impopulaire. Ça a été les gens n'ont pas compris qu'il y a eu 2 pendaisons de manifestants, alors qu'il n'y a pas eu ces 2 manifestants n'avaient pas de sang sur les mains. Ils n'avaient pas de sang sur les mains. Il y a eu des morts dans la marche rouge, mais c'est la foule. Il y a un type, là, un enleveur d'enfants, il n'en est pas resté grand-chose. Oh là là là. Mais on voit à quel point, en fait, on est loin de comprendre les coulisses de cette histoire et ces événements-là dont on n'a aucune information et qui montrent aussi les coulisses d'un certain pouvoir, la vie à Paris, la façon dont les gens étaient peut-être un peu plus liés entre eux. Aujourd'hui, les relations de voisinage, c'était oui. Très bien sûr, c'était très 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 intense. Moi, j'ai vu là, par exemple, des enfants, comment ils ont été libérés, des enfants qui ont été enlevés, comment ils ont été libérés, comment il y a eu des cavalcades, des gens disent machin, il y a ton homme, il vient d'être enlevé, on y va, on prend une grande barre de fer, et puis il y a des histoires absolument extraordinaires. Il y a un moment donné, il a failli y avoir une guerre des polices en plein cœur de Paris. Il a failli y avoir une guerre des polices. Il y avait plusieurs polices. Il y avait les gardes françaises qui dépendaient de l'armée, et il y avait la police de l'équivalent de la préfecture, la police du Châtelet. Et alors, les policiers du Châtelet, les commissaires au Châtelet étaient des gens qui étaient très populaires, très très bien vus, mais la piétaille. Et puis alors, il y avait ce qu'on appelait les exempts qui exempts, je ne sais pas de quoi ils étaient exemptés, mais qui obéissaient au lieutenant général de police, qui lui était très très proche des magistrats. Et eux, c'était toutes les exactions possibles. Et à un moment donné, il y a un carrosse rempli de gosses mené par des policiers chargés de ces trucs-là, qui croisent des gardes français. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Là, ils se sont foutus sur la gueule. Ah oui. Là, à un moment donné, il a fallu avoir une guerre des polices. Aïe, 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 aïe. Et dépendaient tous du non, roi. les gardes françaises, ils dépendaient pas du lieutenant général de police. Et à un moment donné, alors comme il y a un garde française qui a envoyé un coup mauvais sur un flic, les flics ont dit, il a mis, on va l'emmener en prison. Et les autres gardes françaises, ils disent, vous allez emmener en prison un des nôtres. Paris était en état de guerre. Paris était en état de guerre. Et je raconte tout ça en détail. J'ai tous les détails que j'ai trouvés
dans les archives. C'est extraordinaire. Alors, il y a malheureusement des histoires qui ont mal terminé. Il y a un gosse, notamment, qui a été enlevé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Sa mère l'a pas retrouvé. Sa mère l'a jamais retrouvé. Il y en a, on les a retrouvés. On les a vus ressortir, mais il y en a, on les a pas retrouvés. Il y a des histoires à fendre l'âme. Et on a tous les détails, on a tous les... Mais est-ce que les conséquences en termes de... on parlait des réseaux pédocriminels, est-ce que c'était grave à l'époque ? Bien sûr, mais c'était gravissime. Mais toucher un gosse, c'était la peine de mort. Oui. Mais attends, il fallait que tous ces coups-là soient faits en douce, quoi. Toucher un gosse, je veux dire, violer un gosse, on bargouine pas, c'est la peine de mort. Oui. Nous, jamais, mais pas du tout, mais allons donc. C'était le secret le mieux gardé de l'histoire, ce qu'on faisait aux enfants. De toute façon, l'hôpital général, c'était une espèce de vaste camp de concentration. Ce qui se passait dedans, on n'était pas censé savoir ce qui se passait au dehors. On n'était pas censé savoir. Et j'ai vraiment étudié les choses. Alors, j'ai eu des prédécesseurs. C'est pas moi qui ai ouvert le dossier. C'est monsieur qui s'appelait Henri Légier-Desgranges. Il a écrit Madame de Moisan et l'extravagante affaire de l'hôpital général. J'ai commencé par lire ça avec papier-crayon. Puis après, je suis allé remonter à la source et je suis allé chercher plus loin. Il y a des travaux magnifiques qui ont été faits sur le sujet avant que je m'en occupe. C'est clair et net. C'est intéressant cette période parce qu'on voit qu'on a un imaginaire qui est assez faussé par ce qu'on a appris et que finalement sur les choses un peu quotidiennes, les décisions locales, les choses qui peuvent concerner la vie de tous les jours, il y avait beaucoup plus de pouvoir donné à la population, il y avait une sorte de démocratie un peu plus directe. Là où aujourd'hui... C'est pas que c'était la démocratie, c'est que le bon sens était à la manœuvre. C'était le bon sens. Les corporations, Oui, non, mais quand on s'en prend aux enfants, tout le monde sort et personne va dire ils ont tort. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, mais c'est pas vrai qu'on enlève les enfants. Il disait pas, ils ont tort de nous reprocher de les enlever. Il disait, mais c'est pas vrai, on n'y a pas touché, c'est pas vrai, c'est même pas vrai. C'est pour ça que les enleveurs d'enfants, quand on a commencé à dire que c'était pas vrai qu'ils avaient enlevé des enfants, ils ont dit, attendez, et ça c'est quoi ? Ils ont montré les ordres. Ils ont montré les ordres. Et les ordres, ils venaient d'en haut. Mais il y a une pourriture au niveau de la police, de la justice, c'est phénoménal. Mais alors, je ne réduis pas toute la police et toute la justice à ces salauds-là. Non, mais il y en avait des bons au milieu quand même. Aujourd'hui, on voit que les institutions sont gangrénées, mais tous ne sont pas à mettre dans le même sac. Mais les administrateurs de l'hôpital général étaient tous des pourris. Il y a d'ailleurs un gars, alors son nom m'échappe, mais c'est toujours comme ça quand je suis sur un plateau, je ne me souviens pas des noms. Il a écrit un journal de cette époque-là. Il a dit au jugement dernier, Dieu pardonnera tous les pécheurs, sauf les administrateurs de l'hôpital général. Ah oui, ça veut dire, c'est très révélateur quand même. C'est vraiment. Voilà. Dieu ne pourra pas leur pardonner ça, c'est pas possible. Et à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait du trafic d'enfants. À l'hôpital général, ils trafiquaient des enfants. J'ai une liste de 2000 noms d'enfants qui sont indûment sortis de l'hôpital général et qui sont disparus. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont finis. Au bordel, dans des... Il n'y a aucune autre explication. Tous ces enfants étaient tracés. S'il y a des enfants qui sont sortis de l'hôpital général qui ont atterri au Canada, on a la trace. Parce que dans l'ancien temps, tu ne montes pas sur un bateau si tu montres pas patte blanche au moment où tu montes et au moment où tu descends. D'accord. Donc il y a des registres partout. Tu rentres dans une prison, tu signes à l'entrée, tu signes à la sortie. Oui. Tu rentres à l'hôpital général, tu signes à l'entrée, tu signes à la sortie. Tu signes ou tu signes pas, mais disons ton passage est indiqué à l'entrée et à la sortie. C'est le roi Louis XIV qui a voulu ça comme ça. Toute institution royale, tu montres patte blanche à l'entrée et à la sortie. Or, moi j'ai 2000 noms d'enfants qui sont rentrés, sortis pour nulle part. Nulle part. C'est quoi nulle part ? S'ils étaient partis en Amérique, il y aurait quelque part sur un bateau. Je suis allé également chercher les listes. Et tu retrouves des noms ? Bien sûr, on retrouve des noms. Et j'ai rencontré une dame merveilleuse qui est morte maintenant, qui s'appelait Anne Gollon, qui a écrit la magnifique série des Angéliques qu'on a ignominieusement trahi en faisant des films gna alors que les romans sont extraordinaires de précision historique. Et j'ai eu le bonheur et l'avantage de la croiser à un salon du livre.
Et je lui ai dit toute l'admiration que j'avais, parce que j'ai lu toute sa série. J'ai dit, mais c'est absolument magnifique. Et je lui ai dit, mais savez-vous, madame, que... Puis je raconte la Marche rouge. Elle me dit, oh, vous avez les noms des enfants de l'époque? Je lui dis, oui, pourquoi ça vous intéresse? Il dit, parce que moi qui me suis intéressée au Canada, on les voit arriver, ces enfants. Et puis elle est morte. J'ai pas pu faire de travail avec elle. D'accord, donc en fait, il y avait des trafics entre la France et le Canada. Alors, il y avait des exportations. Alors, c'est pas du trafic, puisque c'était officiel. Oui. Il y avait des exportations d'enfants vers le Nouveau Monde et vers le Canada. Je me dis, mais alors, il y a des enfants de ceux qui sont sortis, dont on ne retrouve pas la trace, il y en a probablement qui ont atterri en Amérique. Mais il y en a plein, je sais qu'ils n'ont pas atterri en Amérique. Ils ont disparu, ils sont prétendument tombés dans la Seine entre le point A et le point B. En fait, ils ont été enterrés dans des charniers. Il y a un trafic pédocriminel évident pendant le siècle, évident autour de l'hôpital général. C'est une évidence. C'est une évidence. Et je n'ai relevé qu'une petite partie. Comment ça se fait que le roi n'était pas au courant? Il n'était pas au courant. Et laissait faire. Mais personne n'était au courant. Personne n'avait le droit de regarder ce qui se passait à l'hôpital général. C'était la chasse gardée de messieurs du Parlement. L'archevêque de Paris était censé siéger à l'hôpital général. Quand il a demandé à voir ce qui s'y passait, le Parlement s'est mis en grève. Et comment ça se fait que le roi a laissé le Parlement avoir ce pouvoir-là? Le roi a passé son temps à se battre contre les attaques du Parlement. Tiens, tu vas lire un petit bouquin qui s'appelle « De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise » et tu vas avoir toute l'histoire de ça. Tu vois, c'est l'absolutisme royal et ses opposants. Le roi, il est absolu, il dit « je veux » et les opposants, ils disent « oui, mais majesté ». Oui, mais on pourrait croire qu'il est tout puissant et qu'il suffit qu'il... Il n'est pas du tout tout puissant. Il n'est pas du tout tout puissant. Du tout. Il n'est pas tout puissant. Et l'Église n'est pas toute puissante. L'Église, elle est assiégée également. Elle est assiégée. Lis ça, tu verras, c'est étonnant. C'est étonnant. L'hôpital général était dirigé par des gens qui étaient juges et qui ont interdit au roi d'aller voir ce qui s'y passait. Alors, ils lui ont pas dit « Majesté, nous vous interdisons ». Ils se sont mis en grève quand le roi a envoyé l'archevêque pour aller voir ce qui se passait. Et ça suffisait dans le rapport de force pour l'empêcher de... Mais attends, le roi, il peut pas passer son temps. Alors, le roi convoque l'archevêque de Paris, mais vous voulez pas faire un petit effort? Il dit, un petit effort de quoi? Vous voulez que ces gens-là veulent régenter l'église et vous voulez que je leur dise, ok, allez-y, donnez-nous des ordres. La prétention des juges jansénistes, parce qu'en l'occurrence, c'est les juges jansénistes, leur prétention, c'est de dire, ce sont les juges laïcs qui doivent régenter l'église. C'est-à-dire, y a-t-il eu miracle ou y a-t-il pas eu miracle? Monseigneur l'archevêque dit qu'il n'y a pas eu miracle. Nous, les juges, nous estimons qu'il y a eu miracle et c'est nous, les juges, qui vont... C'est-à-dire que les juges n'ont pas cessé de faire de l'ingérence du laïc dans le religieux. Déjà à l'époque. Ah ben ça a été ça tout le temps. Incroyable. Ça a été ça tout le temps. Donc, le roi... se battait, enfin c'est depuis la Régence, hein, c'est mon prochain bouquin qui va sortir sur la Régence. Depuis la Régence jusqu'à la Révolution, les rois se sont battus contre l'impossibilité de se faire obéir des magistrats. Le roi ordonne et les magistrats disent « Ah ben oui, mais c'est pas possible, c'est pas possible ». C'est incroyable. Non, c'est pas possible. Majesté, nous voudrions bien vous faire plaisir, mais c'est pas possible. C'est pour mieux vous servir que... Et ils ont passé leur temps à rouler le roi dans la farine. Et alors, il y avait par derrière, ce que j'expliquais, c'est que la couche du roi était garnie et que... Oui, en plus. Et ça permet de le tenir, hein. Ça permet de le tenir. Non, mais j'imagine les autres rois, avant, après. Non, les autres rois. Donc il y a vraiment... Ah, c'est lui. Non, mais attends, Louis XIV, jamais. Louis XIV, il avait la femme qu'il a aimée pendant 30 ans, avait 10 ans de plus que lui, ou presque. Il s'intéressait pas aux petites filles, Louis XIV. Sa chère Françoise, là, Madame de Maintenon, elle avait 6 ou 7 ans de plus que lui, et il l'a aimée comme un fou pendant 30 ans, d'accord? Donc lui, c'était pas un homme à petite fille. Donc c'était vraiment Louis XV qui était... Il a été corrompu. Tenu. Il a été corrompu pour être tenu. C'est clair et net. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, toutes les horreurs qui se passaient à l'hôpital général, personne ne le savait. Personne ne le savait. Mais moi, j'en ai parlé même à mes profs à la fac. Ils disent, vous êtes sûrs? Je dis, mais attendez, si j'étais pas allé faire ces relevés, personne n'aurait rien vu. Hein. Bon, j'ai raconté à différentes reprises. Tu as une institution qui s'appelle La Couche, où les enfants de l'hôpital général vont de 2 à 5-6 ans. Et ensuite, entre 5 et 6 ans, ils vont, les petites filles à la Salpêtrière, les petits garçons à la Pitié. Donc, voilà. Et il y a des registres. Entrée, sortie, entrée, sortie. Alors, je prends ces registres, je prends un ordinateur, un tableur,
entrée tel jour, toc, 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 le numéro de matricule du gosse, nom, prénom, papa, arrivé le temps, je fais des tableaux comme ça, des centaines et des centaines. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. Puis à un moment donné, je vois que les trucs, ils s'alignent en rouge. Je dis, pourquoi ils s'alignent en rouge ? Parce qu'ils sont partis de la rue Saint-Antoine le 5 pour arriver 500 mètres plus loin. Ils arrivent le 7. C'est long. Ça fait long pour faire 500 mètres. Pour 500 mètres, ouais. Et je me suis dit, je me suis trompé. Alors j'arrive à la maison, je vois les trucs qui s'allument en rouge. Je dis, il faut que j'y retourne, je me suis trompé. Puis je regarde, je dis, mais je me suis vraiment trompé. J'y suis retourné. J'ai vérifié. Les dates étaient bonnes. Ils mettaient 48 heures à faire 500 mètres. Et quand ils arrivent à destination, il y en avait 3 ou 4 qui étaient de chute. Il y en avait déjà plus, il y en avait déjà moins. Et les dates d'arrivée étaient les mêmes. Les dates de départ étaient les mêmes et les dates d'arrivée dans 2 établissements différents, c'est-à-dire les petites filles d'un côté et les petits garçons de l'autre, étaient les mêmes, c'est-à-dire qu'ils partent tous le 5 et ils arrivent tous le même jour. Et ils arrivent tous le 7. Donc ils s'arrêtent tous aux mêmes endroits. Il y a une escale qui a été faite quelque part. Pendant 2 nuits. 2 nuits. Ce serait quoi l'explication ? C'est les orgies. Ah, si t'en as une autre, tu me l'expliques. D'autant que ils n'arrivent pas tous. Il y en a 3 ou 4 de chute à chaque fois. Donc il y en a qui... Il y en a qui disparaissent. Alors, ils ne sont pas tombés dans la Seine, je ne pense pas. Ils ne sont pas tombés dans la Seine. Et ça suffit pas. Non, mais c'est surprenant de se dire que... Alors, attends, quand j'ai sorti la marche rouge, tout le monde s'est entendu pour ne pas en parler. Il y a un libraire qui s'appelle Gérard Collard, il dit « Wow, j'ai trouvé un bouquin génial !» Il s'est mis à en parler à la télévision. Mon livre a commencé à se vendre. J'ai dit « Ça y est, c'est parti. » Non, personne n'a relevé. Les médias ne veulent pas qu'on parle de mon travail. Jamais, 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 jamais. Ah bah, c'est pas étonnant, parce qu'on voit que cette logique a perduré dans les siècles qui ont suivi. Donc ces enfants, ils sont devenus quoi ? Ils sont passés dans des réseaux pédocriminels. C'est aussi ça. Et ça remonte pas jusqu'au roi et jusqu'à l'église. Mais comment veux-tu... Les 10 000 manifestants... Attends, l'église, attends, je t'explique. Monseigneur de Beaumont, le roi lui dit, allez mettre de l'ordre à l'hôpital général. Alors, il arrive à l'hôpital général, il dit, je veux siéger à l'hôpital général. De quoi vous mêlez ? Attendez, statutairement, il devait siéger et personne ne siégeait avant. Bon. Et au moment où il arrive, il y a toute une bande d'officières là, qui ont dit, oh, ça va être la fin de la belle vie, c'est un projet jésuite, papa. Il y a toute une bande d'officières qui déménagent avec la supérieure. Et ben, l'archevêque dit, on va élire une nouvelle supérieure. Alors les autres, ils arrivent avec leurs petites copines, ils couchaient tous avec là. Tu peux pas t'imaginer. Les histoires de coucherie à l'hôpital général. Alors faites que je dis, faites pas ce que je fais, parce que le jansénisme, c'est un rigorisme absolument atroce. Mais alors les javas, là, les filles qui rentrent avec le ventre plat et qui ressortent avec un bébé au sein, 10 mois plus tard, tu vois ce que je veux dire ? C'est clair qu'il y avait il y avait de l'exploitation sexuelle dans ce truc-là. Bon, et le Monseigneur de Beaumont, il dit, voilà, on va élire une nouvelle officière supérieure. Il présente une amie à elle qui a toutes les... Et les autres, ils présentent leur championne, une espèce de garce et tout. Et le Monseigneur de Beaumont dit, voilà, je vous remercie de m'avoir donné votre avis. Madame de Moisin est élue. Alors il avait fait élire avec lui le bureau. Le bureau avait voté comme le bureau de l'hôpital général avait voté comme l'archevêque, et les subalternes avaient voté autrement. Mais il a dit, c'est le bureau qui a décidé, et il a imposé sa supérieure. Bon, la supérieure, elle était là pour faire quoi ? Pour diriger un hôpital. Tout le monde s'est mis en grève. La justice s'est arrêtée. Oui. La justice s'est arrêtée, le Châtelet, le Parlement, tout le monde a arrêté de travailler parce que l'archevêque allait mettre son nez dans les affaires. Ils avaient peur qu'il découvre quoi, au juste, à ton avis. Et ils se sont déchaînés contre lui, et à un moment donné, ils ont lancé un mandat d'arrêt. Et le roi a sauvé son archevêque en l'exilant au bout de la France. Mais pendant que l'archevêque était exilé au bout de la France, il n'était pas en prison, mais il ne pouvait pas voir ce qui se passait. Et moi, à mon avis, il n'a jamais pu voir ce qui se passait, parce que la bronca s'est déchaînée contre lui avant qu'il puisse y mettre le nez. Donc, à mon avis, personne n'a su ce qui se passait à l'hôpital général. Par contre, ceux qui commettaient des crimes contre les enfants, ils savaient très très bien ce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit. Oui. Ouais, mais ça nous... Comment dire ? C'est surprenant de voir à quel point ce qu'on pense de cette période et du pouvoir du roi est loin de la réalité. Alors, le roi tout-puissant, c'est la Révolution qui a inventé ça, le dictateur, là, etc.
Le roi ne prenait pas de décision. Et d'ailleurs, écouter son conseil. Le roi prenait ses décisions en dernière instance après avoir écouté son conseil. Le roi, il siège au conseil. Alors, le conseil, les conseillers recevaient les dépêches de tous les intendants. Je m'éloigne tout le temps. Tu avais le royaume de France était divisé en généralités. Chaque généralité avait son intendant. L'intendant, c'était l'équivalent du préfet. L'intendant, il envoyait ses subdélégués sur le terrain, aller voir quels étaient les problèmes, les doléances, les machins. Il rentrait à voir l'intendant. L'intendant faisait une dépêche. La dépêche allait au conseil des dépêches. Les dépêches elles étaient lues. Il y avait un gars qui faisait un rapport. Et ensuite, on allait voir le conseil du roi et on disait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que vous voulez vous en occuper? Puis au bout d'un moment, on prend la décision de quoi? Alors, le roi écoute un tel. Bon, je décide que. Et c'est le roi qui décide en dernière instance. Mais il a d'abord écouté tout le monde. Il a d'abord écouté tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est crédible. Je vais te donner un exemple de ce que c'était que l'autorité sous l'Ancien Régime. Pendant la peste à Marseille, en 1720, ça va être dans mon prochain livre qui s'appelle Le tournant de la Régence, où je raconte ça. Pendant la peste à Marseille, Marseille a été attaquée d'une peste absolument atroce. Marseille a perdu à peu près la moitié de sa population. C'est épouvantable. Quand la peste arrive dans une ville, il n'y a pas d'autre solution que de boucler la ville et tout ce qui est à l'intérieur ne peut pas s'échapper. Oui. Les premiers qui s'échappent, d'abord, il y en a qui se sont évadés et ils ont porté la peste en Provence, etc. Donc, ça a été une foire d'empoigne. Les malheureux qui avaient la responsabilité de la ville, et ils ont vécu l'enfer. Ils donnaient des ordres qui n'étaient jamais appliqués. Ils disaient, par exemple, nous interdisons aux médecins de quitter de ne pas travailler. Le médecin disait, venez nous chercher. Venez nous obliger. Nous interdisons ceci, nous interdisons cela. Ils n'avaient absolument plus aucune autorité. D'autre part, il y avait une espèce de circulation de grains qui rentrait, pas de circulation, d'entrée de grains à travers des sas. Il y avait une espèce de terrain vague où des gens portaient des sacs de grains à un endroit et d'autres venaient de la ville pestiférée, ils prenaient, tu vois, il y avait tout un... Mais alors à quel prix? Les gens étaient affamés, il y avait des aigrefins qui en ont profité pour... bref. Et à un moment donné, le régent, parce que c'était pendant la Régence, le régent a envoyé un commandant qui s'appelait le commandant de Langeron avec tous les pouvoirs. On abolit toutes les lois. On abolit tout. Vous avez tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il a fait, Langeron? Il est arrivé à l'hôtel de ville. Il a rassemblé tout le monde. Il a dit, voilà, le régent m'envoie pour rétablir l'ordre, pour rétablir la vie à Marseille. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous me reconnaissez? Tout le monde a dit d'accord. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, on y va. Et il avait tous les pouvoirs. Il avait, par exemple, il a appliqué la peine de mort pour des petits larcins. Pourquoi? Parce que le petit larcin entraîne les grands. Si tu n'es pas capable, alors, tant mieux si on prend le gros voleur, mais je veux dire, le moindre truc. Tu avais des gens qui volaient des passants en leur disant, si vous ne me donnez pas, je suis pestiféré, je vous refile là. Tu vois, c'était une terreur. Il a imposé l'ordre avec une fermeté, mais il a sauvé la ville. Il a sauvé la ville. Et tous les gens qu'il avait rassemblés lui avait donné leur accord. Il dit, vous êtes d'accord? Vous me reconnaissez? Ok. Alors maintenant, c'est moi qui commande. C'est-à-dire qu'on a l'autorité qui a été reconnue. Une fois qu'elle a été reconnue, on ne discute plus. On ne discute plus. Et toutes les décisions qu'a prises Langeron, c'était après avoir écouté son conseil. Il rassemblait tout le monde. Il dit, par exemple, le prix du pain, le prix de cela, on va fixer un prix. Même le prix du... Il a tout taxé. Il a fait la taxation partout. Il a tout taxé. On n'avait pas le droit de vendre ou d'acheter. On n'avait pas le droit de vendre quelque produit que ce soit en dehors du prix qui avait été décidé à la mairie au cours d'un conseil. D'accord. Au cours d'un conseil dans lequel les marchands étaient représentés en même temps. Enfin, ça a été remarquable. On est loin de la toute-puissance du roi. Ouais. Mais le roi, il était d'abord sacré. Il avait une autorité sacrée. Il avait été sacré. Il avait prêté un serment. Il était sacré. Donc il était respecté comme ça. Et l'exemple de Langeron à Marseille, c'est étonnant. C'est étonnant. Ça finit comment cet épisode à Marseille? Il a sauvé la ville. Ça a duré combien de temps? Ça a duré du mois de mai au mois d'octobre 1720.
Et au moment où la peste a régressé, les rues étaient nettoyées. C'était une horreur. Sans autorité, il ne pouvait rien faire. Et quand il est arrivé... Puis alors, il faut quand même... faut entrer dans une ville pestiférée, hein, avec sa troupe. Hein. Et il est entré dans la... Ah, ben je vois qu'il est entré. Mais comment qu'il est entré dans la ville? Et puis il l'a arpenté dans tous les sens. Il est rentré dans la ville avec sa troupe. La mairie de Marseille a perdu 500 personnes. Ils étaient 7 à l'arrivée. Quand Langeron est arrivé, il n'y avait plus que 7 personnes à la mairie. Ah oui. Incroyable. Et il est arrivé, il dit maintenant on rétablit l'ordre. Alors moi je connais des trucs pour pas attraper la peste. Je vais t'expliquer. La peste qui passe par les puces, je t'explique parce que j'ai compris. Ceux qui n'ont pas attrapé la peste, à part Monseigneur de Belzins, par l'archevêque qui était à pied tout le temps, tous les gens qui étaient à cheval toute la journée, ils exhalaient une odeur de cheval. Et les puces détestent l'odeur de cheval. Ah, donc elle ne venait pas. Sur les gens qui sentaient le cheval. D'accord. Et ça passait par les puces. Alors, les rats étaient morts depuis longtemps, et c'était les puces. Les rats sont porteurs de puces. D'accord. On dit que ce sont les rats qui portent la peste, les rats ne sont porteurs que des puces qui portent la peste. D'accord. Donc, quand le bateau qui est arrivé avec la peste a débarqué ses marchandises, les rats étaient morts depuis longtemps. Donc, les puces qui étaient dans les marchandises ont sauté sur les humains, sauf sur ceux qui sentaient le cheval. Incroyable. Et tu sais comment j'ai découvert ça? J'allais te demander, est-ce que tu connais toujours les anecdotes historiques les plus méconnues? Quand je me lance sur un truc comme ça, il y a un truc qui s'appelle Internet dans lequel on trouve pas mal. Aujourd'hui, tu dois te régaler. Ouais, bah oui. Ça va être plus difficile avant. Je vais moins souvent en archives, parce que maintenant, il y a beaucoup des archives sur Internet. Mais enfin, j'y vais quand même encore un peu, parce que j'aime bien. Il y a une ambiance. Mais d'ailleurs, ces archives-là, on peut y avoir accès. Toute personne peut y avoir accès. Il faut être historien pour pouvoir... Il faut que tu obtiennes une autorisation. Voilà, mais l'autorisation te la donne. Si tu dis, voilà, je suis le citoyen lambda, Marco Daoud, j'ai envie d'écrire un bouquin, voilà mes antécédents, tu vas être reçu par quelqu'un, tu dis, je voudrais l'autorisation. Alors, pourquoi on te la refuserait? Mais on va te la donner, on va te l'estampiller. Tu ne peux pas rentrer en disant... Voilà. Non, on a encore cette chance d'avoir... ça nous appartient, c'est notre patrimoine. Cette connaissance. Qu'est-ce que j'étais en train de te raconter? Oui, comment je le sais? Pour l'histoire des puces, c'est que j'ai appris, alors je me souviens plus où, mais je dois trouver ça quelque part dans mes notes, mais j'ai pas toutes mes notes dans la tête, c'est pour ça qu'il y a des disques durs, hein, c'est pour suppléer, que dans la Grèce antique, quand il y avait des épidémies de peste, on faisait pisser les juments sur le pas de la porte. À quoi ça servait? Eh bien, les puces passeraient pas le... Ok. L'urine de jument fait fuir et on lavait par terre on lavait par terre avec de la pisse de jument, ça devait sentir bon dans les maisons. Mais c'est mieux que ça pue que d'avoir la peste. C'est une mort atroce. La peste, c'est affreux. J'ai découvert ça, mon Dieu. C'est horrible. C'est horrible. Ah, la peste à Marseille, la peste à Marseille, ce que j'ai découvert. Alors, on est en train de parler du prochain bouquin, mais c'est toujours la même collection. Hein, c'est la collection Réhistoire. La peste à Marseille, c'est le superlatif de tous les côtés. C'est-à-dire, côté affreux, c'est abominable. Et côté beauté, c'est sublimissime. On a les bras qui en tombent. Tu sais, par exemple, je vais te donner un exemple. La ville était bloquée des deux côtés. On n'avait pas le droit de rentrer, on n'avait pas le droit de sortir. Mais qui c'est qui avait envie d'entrer? Bon. Mais on ne rentrait pas dans la ville. Bon. Et il y a des prêtres qui se sont jetés à l'eau pour rentrer à la nage, pour aller rejoindre leur archevêque, pour aller l'aider. Et ils sont tous morts, ils ne sont plus là pour en parler. Des gens qui se sont jetés à l'eau. Ouais, ça montre... mais c'est... Le côté sublime, la peste de Marseille, c'est... Dévotion. C'est renversant. Et côté atroce, c'est pas mal non plus. Les dégueulasses dans la peste de Marseille, les dégueulasses qui détroussaient les gens, Oh, quelle horreur! Là, pour le coup, le confinement était pertinent. Pas comme ce qu'on a vécu, nous, il y a quelques années. Ouais. On voit qu'il y a vraiment... Ouais. Et alors, on est venu voir l'archevêque en lui disant... l'évêque, il n'était pas archevêque, il était évêque. Monseigneur, mettez-vous à l'abri. Il dit, mettre à l'abri? Vous voulez que je laisse les gens mourir autour de moi? Mais vous plaisantez?
me mettre à l'abri. Et il n'y a pas une rue de Marseille où il soit allé visiter les pestiférés. Il ne l'a pas attrapé, le bon Dieu n'a pas voulu. Hein. Mais il a perdu tout son entourage, tous ses amis, tous ses collaborateurs. La notion de courage, elle prend tout son sens. Ah oui, c'est sublimissime. Ouais. Franchement, on refera des émissions ensemble sur des sujets précis parce que moi, je compte bien. Alors, je parle dans ce livre-là, j'en parle de la Régence et de la peste à Marseille. Alors, j'en parle pas beaucoup. J'en parle beaucoup plus dans mon livre sur le tournant de la Régence qui va bientôt sortir. Ça va être le 10e. Donc là, tu as tous tes ouvrages. Ah, pas encore. Les ouvrages qui sont repris. C'est les ouvrages dont j'ai récupéré les droits. Les ouvrages, alors, sauf celui-là, qui est Sexologie et mensonges, c'est le premier que je fais original de cette Et on en avait parlé. On en avait parlé la dernière fois. La dernière fois, par rapport à Kinsey et compagnie. Voilà. Hein. Et ça, c'est le dernier ouvrage de mon amie Judith Reisman, qu'elle a écrit juste avant de mourir, et elle avait envoyé à 3 personnes pour le faire connaître. Une avocate jamaïcaine, un professeur de droit américain et Marion Sigaud. En me disant, ma cocotte, tu vas me mettre ça sur les réseaux. Il y a du lourd. Kinsey, Rockefeller, alors, il y a du très lourd. Du nouvel ordre mondial. On parle aujourd'hui, Epstein et compagnie. Ah bah alors là, c'est le moment de dire ça. C'est le moment de dire ça. Les rapports Kinsey, fondement d'une révolution sexuelle. C'est vrai qu'on parlait, on en a parlé dans le précédent entretien, de ce penseur de la déviance sexuelle qui avait fait des menteur, manipulateur, violeur, dégueulasse. Il a violé des centaines de gosses. Mais ce qui est terrible, qui a réussi à disséminer ces idées déviantes à des intellectuels qui... Quand tu as l'argent quand tu as la puissance de la CIA et l'argent de Rockefeller, qui c'est qui va te résister? Attends, Kinsey, on est allé le chercher. Hein. Il était prof, c'était un petit entomologiste. Un peu harceleur sur les bords, enfin bon, il avait des mœurs, marié pour faire une couverture, et puis, bref. Mais ce sont des gens importants qui sont venus le chercher en disant, ils avaient compris à qui ils avaient affaire. Et il y avait un renversement des valeurs à faire. Le but du renversement des valeurs, ça se résume très facilement, c'est la dépopulation. Il y a des gens qui ont décidé qu'on était trop nombreux et qu'il fallait supprimer 90% de la population mondiale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire notamment une révolution sexuelle. Pas que. On va inventer des inoculations, on va faire écrouler des immeubles qui tiennent bien, ou des ponts vont se mettre à s'envoler alors qu'on croyait que, etc. Ou polluer l'eau, la nourriture. Polluer la nourriture. Manger et boire sainement, c'est bien compliqué. Ça devient compliqué, même absolument. Oui, c'est ça. Donc, mais tout ça, c'est un plan qui se déroule, qui est tout à fait reconnu. Les gens qui ont élaboré ce plan sont tout à fait vantés. Donc voilà, c'est pas la peine de dire que... Les gens le découvriront petit à petit. C'est en train, c'est en train. Bien sûr, on le voit déjà avec toute la façade Epstein qui commence à s'effondrer et qui montre... Alors, ce qui est important dans cette histoire d'Epstein, c'est que la révolution sexuelle, dans ce plan de renverser toutes les valeurs, c'est pas que les valeurs sexuelles, dans ce plan de renverser toutes les valeurs et d'opérer la dépopulation mondiale, la révolution sexuelle n'est qu'un des éléments. Mais Rockefeller a dit, c'était le plus important, c'est celui qu'on a préféré. Oh là là, ils sont fiers. Et là, c'est en train de sauter. Mais alors là, je bois du petit lait, je suis contente. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur le sujet. C'est ça, c'est que ça fait des années que tu travailles sur... Oh là là, et je dis, ça va sauter, je vous le dis, ça va sauter. Mais non, mais Marion, arrête. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, mais elle est pas bien, elle, regarde. C'est encore moi qui avais raison, là. Enfin, je dis pas encore, parce que j'ai souvent tort. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu me tromper dans la vie, sur les gens et sur les choses. Mais là, j'ai vu clair. J'ai eu un pif. Écoute, on te recevra à nouveau sur ces questions-là. Ouais. J'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder la précédente interview qu'on a fait ensemble sur ce sujet-là, sur Kinsey, les Rockefeller et la CIA. Évidemment, je vais parce que ceux-là sont un peu plus fins. Donc voilà, moi qui suis un... Il y a les petits livres et puis il y a les gros. Un piètre lecteur, ça va être facile pour moi, mais c'est extrêmement important, surtout celui-là, de la centralisation à la révolution bourgeoise. Ouais. Comment on en arrive aujourd'hui au monde dans lequel on est. Et c'est exactement ça. Et de quoi c'est parti ?
et comment les événements se sont déroulés. On te recevra dans quelques temps sur ce sujet-là. Oui. J'y compte bien. Entre-temps, où est-ce que les gens peuvent retrouver cette collection, cette collection Réhistoire? Alors, Réhistoire pour tous. Soit vous voulez acheter mes livres sur Book Edition, The Book Edition. J'ai horreur de cette maison magnifique. C'est une boîte absolument géniale qui a pris un nom anglais imprononçable. Bon, c'est comme ça. Moi, j'appelle ça Book Edition. C'est The Book Edition que personne n'arrive à prononcer. Bref, donc vous allez sur Book Edition et vous faites Marion Sigaud et puis doum, ça dégringole. Ou alors marionsigaud.fr et vous l'achetez chez moi. Ouais, voilà. Très simple, comme Mais ça. pour moi, c'est pareil. On se passe des intermédiaires. Voilà, il n'y a plus d'intermédiaire. Ou alors, à l'occasion d'un salon du livre, d'un truc ou d'un machin. Peut-être du festival, je l'espère. Ah, mais moi, je me suis. Alors, je me suis pas encore inscrite, mais je sais que. on prépare le programme. Tu auras très certainement beaucoup de choses à nous raconter. Ouais, et volontiers. J'aime bien les grandes festivités comme ça. Moi, et voilà, parce qu'on peut apprendre des choses horribles, mais on n'est pas obligé d'être dans une ambiance horrible. On peut aussi le faire dans une bonne ambiance, parce que l'histoire, elle n'est pas forcément joyeuse, mais on peut l'être. Malheureusement. Alors, elle n'est pas joyeuse, mais qu'est-ce que j'ai comme anecdote truculente. Quand on lit mon Voltaire, c'est ça qui est intéressant. Quand on lit mon Voltaire, on se marre de bout en bout. C'est que tu arrives à nous raconter des petites anecdotes, la petite histoire dans la grande, qui va nous faire sourire et qui nous donne envie d'apprendre. Je pense qu'on aurait été ravis d'avoir une prof d'histoire comme toi. Il y a beaucoup de gens qui me le disent. Alors, je montre ça à la caméra. Voltaire, pour se marrer, vraiment, on ne peut pas dire de la première à la dernière page, mais vraiment très rapidement. Les gens qui me disent qu'est-ce qu'elle invente sur Voltaire? Je n'ai cité que Voltaire comme source. Dans ce livre sur Voltaire, j'ai une source, c'est Voltaire. Alors, n'avez pas raconté que je raconte des bêtises. Je dois avoir 450 ou 460 notes de bas de page. Si à un moment donné, il y a une fille, elle m'a incendié, elle a fait une critique absolument dégueulasse sur Amazon. Elle dit des conneries. Et alors, mais méchante. Alors, j'ai regardé sa critique. C'était page 42 et page 27. J'ai corrigé tout de suite. Tu te rends compte? Elle dit, ce qu'elle dit n'est pas dans le... J'ai dit, comment ça? J'ai dit, je me suis trompé de page. Alors, j'ai mis la bonne page. Et puis, Voltaire n'a jamais dit ça. Ah, j'ai dit si. Ah, pardon, il l'avait pas dit à cet endroit, mais il dit, hop, j'ai vérifié. Donc là... Ça, c'est du boulot précis. Ça, c'est... Il y a combien? Il y a 460 notes de bas de page. Et c'est du Voltaire. Je cite Voltaire. Je ne raconte pas de... Pareil, lui aussi. 370. Personnage qui a été construit et pour lequel on avait une bonne image. Et en fait, finalement, on voit que entre les trafics, le commerce qu'il a fait, qu'il a profité sur l'esclavage, etc. Mais c'est un menteur. Il a raconté qu'on a tué Calas uniquement parce qu'il était protestant. On a tué Calas parce qu'il avait tué son fils, c'est tout. C'est d'une simplicité biblique. Calas a étranglé son fils. Pourquoi? Parce que son fils venait de lui voler de l'or. Il l'a fait asseoir par terre, il l'a fait mettre à genoux, il a serré le kiki, il l'a serré trop fort. Il est mort. C'est comme ça. Ouais, uniquement parce qu'il était protestant. Non, c'est parce qu'il avait tué son fils. Puis alors je le démontre pas. Alors pareil, je suis allé aux archives. T'es allé à la source. Bah oui. Ça, c'est important. Écoute, je vais te dire, je suis allé aux archives à Toulouse, j'ai ouvert le dossier Calas. À la page 10, j'avais compris. Comme quoi, mais que font les autres? Ils font pas le boulot, quoi. Si, les historiens font le boulot, mais c'est pas aux historiens qu'on fait parler d'histoire. C'est vrai. Les historiens, ils savent. Encore faut-il mais c'est pas les historiens qu'on fait parler. Ouais. Tu crois qu'un prof d'histoire, c'est quelqu'un qui a fait de la recherche, toi? Alors, retrouvez en tout cas tous les ouvrages de Marion Sigaud sur marionsigaud.fr à la collection Réhistoire. Pour tous. Pour tous. Réhistoire pour tous. Regarde comme c'est joli, ça. Et vraiment, c'est beaux objets, très agréables à lire. Regardez la chance que j'ai d'avoir une graphiste extraordinaire. Et de belles couvertures. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas des livres aussi agréables. Et ma collection qui sera sur Israël et Palestine, elle sera en vert, comme ça. Et ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder avec toi très bientôt. Oui. Parce que on parle du conflit actuel, on parle de ce qui se passe et on parle jamais des racines, un peu comme cette révolution bourgeoise qu'on subit, mais on connaît pas le point de départ, tout comme ce qui se passe au Moyen-Orient. Je suis ravi que tu aies abordé ce point et que tu aies pu retrouver aussi les origines de cette situation au Moyen-Orient, pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, les gens n'ont que des points de vue réducteurs, alors que finalement, on voit qu'à l'époque des kibboutz,
la réalité était tout autre. Oh là, j'en ai des choses à raconter là-dessus. J'en ai des choses à raconter. On te réinvitera sur ce sujet. D'accord, très volontiers. Parce que je sais qu'il va falloir qu'on prenne du temps. Ouais. Donc tu seras à nouveau invité, bien évidemment. Merci Marco, merci de ta gentillesse. Pour ton travail. Merci Nexus. On se retrouve très bientôt pour parler de ces autres sujets que tu nous as développés dans ces livres. Oui. D'ici là, retrouvez-nous en kiosque et sur nexus.fr pour le dernier numéro, le numéro 162, toujours sans publicité, évidemment pour une information libre et indépendante. Et pour le Festival Nexus, n'hésitez pas, le lien est dans la description, la billetterie est ouverte. Ce sont les 27-28 juin prochains. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci Marion. Au revoir. Au revoir.